Bonjour ou bonsoir, ça dépendra donc de l'heure à laquelle vous êtes. Alors, nous allons faire notre deuxième vidéo donc sur l'assurance transport, donc l'assurance maritime et transport. Alors, en préliminaire, dans une première partie, autant pour moi, nous avions parlé donc de deux types donc d'assurance. Il y avait donc d'une part l'assurance donc corps et l'assurance faculté. Donc dans la première partie, donc nous allons voir donc l'assurance corps de navire. Alors, avant de parler même d'assurance corps de navire, on va avoir un préliminaire donc le navire. Donc avant de parler d'assurance du navire, il faudrait que l'on ait certaines informations concernant le navire. Donc il s'agira, n'est-ce pas, de donner une définition, bien des définitions au navire. On va également voir donc ses caractéristiques. On va aussi voir donc ses aspects techniques donc qui sont indispensables à son exploitation. Nous allons aussi voir donc les types de navires donc, qui existent, donc les typologies. Et enfin, nous allons donc parler des documents indispensables donc à l'exploitation d'un navire. Donc sans plus tarder, on va voir donc des définitions. Alors, qu'est-ce qu'un navire? Donc un navire, donc il est encore appelé donc bâtiment de mer. Donc encore appelé donc bâtiment de mer, un navire est un engin flottant destiné à la navigation maritime, doté de moyens d'autopropulsion et est conçu afin d'affronter donc les péripéties de la haute mer. Alors, de cette définition, il faut simplement retenir que le navire a un caractère hybride. Pourquoi donc il est hybride? Parce que il échappe à la distinction qui existe entre le droit des biens meubles et celui des immeubles. Il est meuble par nature, mais il est immeuble par destination. Évidemment, de par sa nature, le navire est un bien qui est susceptible donc de se déplacer. Mais en raison de sa destination, il est soumis à certaines obligations qui pèsent sur les immeubles. Par exemple, il peut faire donc l'objet d'hypothèque. C'est pourquoi on dit que il est meuble par nature, mais il est immeuble par destination. Le navire a une personnalité juridique donc qui est similaire à une personne physique comme vous et moi. Il est individualisé par un nom, il a une nationalité, il a aussi un domicile. Sa mise en circulation comme sa disparition font l'objet d'actes juridiques similaires à ceux qui pèsent sur les personnes physiques. Alors, je reprends, je dis, il est individualisé par un nom, donc il a une nationalité, il a également un domicile. Ces éléments-là que je viens, n'est-ce pas, donc de citer, en constituent, n'est-ce pas, donc ces caractéristiques. Donc nous allons voir donc les caractéristiques donc, du navire. Alors, le navire donc a pas mal de caractéristiques, mais on va simplement retenir, n'est-ce pas, donc ces trois caractéristiques-là, parce que simplement ce sont ces caractéristiques particulièrement qui vont intéresser donc l'assureur. Vous présentez donc chez un assureur donc pour assurer votre navire, il va demander donc le nom du navire, il va essayer donc de s'interroger donc sur sa nationalité, il demandera également donc des informations sur son domicile. On commence d'abord avec le nom. Le nom, il est obligatoire. Un navire doit impérativement avoir un nom, n'est-ce pas? Un navire donc a un nom, n'est-ce pas? Et ce nom-là, il est toujours choisi par le propriétaire. Le nom est toujours choisi par le propriétaire. Et ce nom-là, si vous remarquez bien, si vous regardez donc les coques de navire, vous le voyez donc inscrit sur la coque du navire. Généralement donc sur les flancs du navire, mais on peut également donc le voir à l'arrière du navire. Mais si vous le voyez à l'arrière du navire, sachez que ce n'est pas seulement le nom qui est inscrit là-bas. Il y a une autre information aussi qui est inscrite donc à l'arrière du navire, donc la poupe du navire. Le nom, il est choisi par le propriétaire. Maintenant, le propriétaire, n'est-ce pas, il lui est interdit de faire certaines choses. Il y a donc des restrictions donc, par rapport au nom. Il lui est interdit de choisir un nom déjà utilisé par un autre navire de même nationalité. Je donne un exemple. Je suis au Sénégal, j'ai acheté un navire, je veux l'immatriculer au Sénégal parce que je suis de nationalité sénégalaise, je veux l'immatriculer au Sénégal et je veux lui donner par exemple le nom de Aline Sitoé Diatta, MB Aline Sitoé Diatta. Ce ne sera pas possible. Pourquoi? Parce que simplement, il y a déjà un navire sénégalais donc du nom de Aline Sitoé Diatta.
Maintenant, si je tiens quand même à l'immatriculer au Sénégal, je n'aurai pas d'autre choix que d'aller l'immatriculer donc dans un autre pays, comme par exemple la Côte d'Ivoire. Je vais par exemple à Abidjan, ou bien voilà, je vais dans un pays par exemple comme le Panama. N'est-ce pas? Je vais dans un pays comme le Panama pour l'immatriculer là-bas, ou bien je vais dans un pays comme les îles Caïmans, ou bien donc dans un pays, n'est-ce pas, donc comme l'île Maurice, ou bien donc dans un pays, n'est-ce pas, comme le Sri Lanka. Donc tous ces pays, n'est-ce pas, donc que j'ai cités, cette citation-là, donc elle n'est pas fortuite. Donc il y a une raison que j'évoquerai donc plus tard donc dans les vidéos. Alors, il lui est interdit, n'est-ce pas, de changer de nom sauf autorisation administrative. J'ai un navire, je l'ai intitulé donc Bazooka, n'est-ce pas? Et un jour, je veux le changer, je ne peux pas le faire donc, en tout cas, de manière délibérée. Il faut impérativement que je possède une autorisation venant de la marine marchande donc du pays d'immatriculation pour changer donc le nom du navire. Donc, il lui est interdit de donner un nom déjà utilisé donc, n'est-ce pas, par un nom de navire. Il lui est aussi interdit, n'est-ce pas, donc de changer de nom sauf autorisation administrative. Et si vous voyez bien, donc le nom est toujours inscrit sur la coque du navire. La deuxième caractéristique, quoi, c'est la nationalité, encore appelée donc pavillon. D'où l'expression battre pavillon. Un navire qui bat pavillon sénégalais est un navire qui est immatriculé au Sénégal. Le navire a une nationalité comme une personne physique, je l'ai tantôt dit. Le navire donc a une personnalité juridique donc qui est similaire à une personne physique, n'est-ce pas? Le navire a une nationalité, ce qui lui confère donc le droit de battre pavillon de son état d'immatriculation avec tous les privilèges qui s'y rapportent, n'est-ce pas? Mais cependant, ce qu'il faudrait retenir, c'est que le navire et son propriétaire donc doivent être de même nationalité. Dans le cas contraire, ce navire donc naviguerait sous pavillon de complaisance. Je reprends, je dis. Le navire et son propriétaire doivent être de même nationalité. Dans le cas contraire, ce navire naviguerait sous pavillon de complaisance. Ce qui est d'ailleurs en contradiction avec une convention. C'est quelle convention? C'est la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, dite Convention de Montego Bay. Donc Montego Bay qui a été signée donc en 1982, ratifiée même par le Sénégal. Cette convention dit qu'il faudrait qu'il y ait un lien substantiel entre le propriétaire du navire et le pays d'immatriculation. Alors, un lien substantiel, en tout cas un lien conséquent. Par exemple, je suis sénégalais, mais j'ai une conjointe ivoirienne. Au moins, il y a quelque chose qui me lie avec ce pays. Je suis sénégalais, n'est-ce pas? Donc, j'ai mon fils qui est né au Panama. Alors, au moins, il y a un lien qui me lie avec ce pays. Ou bien, je suis sénégalais, j'ai eu à investir donc dans ce pays. Donc, j'ai mis là-bas donc une industrie. Alors, au moins, il y a un lien qui me lie avec ce pays. Donc, je peux même demander donc la nationalité. Vous voyez? Donc, cette convention dit qu'il faudrait qu'il y ait un lien substantiel donc entre le pays d'immatriculation, n'est-ce pas, et le propriétaire donc du navire. Maintenant, qu'est-ce qui incite donc certains armateurs à aller immatriculer donc leur navire donc dans des pays comme le Panama, dans des pays comme les îles Caïmans, dans des pays, n'est-ce pas, comme le Sri Lanka, dans des pays comme Bermudas, donc dans des pays comme Honduras, donc c'est des pavillons de complaisance que je suis en train donc de citer. C'est parce que simplement, ces pays-là ont la particularité donc d'être des paradis fiscaux. Donc ce sont des paradis fiscaux. Donc généralement donc les armateurs qui vont dans ces pays pour immatriculer donc leurs navires, c'est dans le but donc d'échapper à la fiscalité. Parce que là-bas, les droits d'enregistrement donc sont faibles ou bien même presque inexistants. Vous achetez un navire, vous payez des droits d'enregistrement. Ils peuvent vous dire que c'est égal à 0,0006%, n'est-ce pas, donc la valeur du navire, du bien, n'est-ce pas. Dans ces pays, il y a souvent absence donc d'impôts et de taxes. Ou bien vous avez une franchise de 10 ans, n'est-ce pas, donc sur les impôts. Ou bien, n'est-ce pas, en tout cas sur la fiscalité. Dans ces pays également, comme le Panama, les procédures d'immatriculation sont souples et flexibles. Donc, c'est des raisons, n'est-ce pas, assez motivantes qui poussent donc certains armateurs à aller, n'est-ce pas, donc dans des pays comme le Panama, comme les îles Caïmans, donc pour immatriculer donc leurs navires. Maintenant, les conséquences, n'est-ce pas, en sont qu'il y a une prolifération de navires hors normes ou sous normes avec des conditions de navigation qui sont désastreuses à bord.
Alors, le fait maintenant que le navire ne soit immatriculé donc dans un pavillon de complaisance, l'assureur donc sera très prudent si par exemple l'armateur de ce navire se présente chez lui, donc dans le but, n'est-ce pas, d'une assurance. N'est-ce pas? Vous avez également donc autre caractéristique, le domicile ou port d'attache. Le domicile, c'est le port of registry. It is the port of registry, ou bien c'est le port d'immatriculation. C'est le port où le navire est immatriculé. Et dans ce port-là, on retrouve généralement toutes les informations qui concernent à la fois le navire et son propriétaire. N'est-ce pas? Il y a des informations comme par exemple l'état, n'est-ce pas, des inscriptions hypothécaires, si le navire donc a fait l'objet d'hypothèque. Parce que quand même, il y a des gens qui sont terribles, qui sont belles. Ils peuvent, n'est-ce pas, hypothéquer leur navire auprès donc d'une banque, hypothéquer peut-être le même navire auprès d'une autre banque, n'est-ce pas? Ou bien donc d'une autre institution financière. Et maintenant, venir l'assurer, vous voyez. Alors, ce qui se passe, ce qui fait que finalement, l'assureur donc sera très prudent et verra si donc il y aura lieu d'assurer, n'est-ce pas, le navire ou bien simplement donc de le laisser. Alors, au niveau du domicile, je répète donc, il y a toutes les informations qui concernent à la fois le navire et son propriétaire. Est-ce que le propriétaire du navire donc est solvable? Est-ce que le navire donc n'a pas fait l'objet donc de saisie ou de confiscation? Est-ce que le navire donc n'est pas sous contrôle judiciaire? Etc. donc, etc. N'est-ce pas? J'avais tantôt dit qu'il y avait pas mal de caractéristiques quand même, mais on va simplement donc s'intéresser donc à ces trois caractéristiques. Le nom, la nationalité ou pavillon, le domicile ou port d'attache. Maintenant, donc, j'attire simplement votre attention. Il ne faut pas confondre donc le port d'attache, n'est-ce pas, donc du port d'armement. Le port d'armement, c'est le siège où se trouve donc l'exploitant donc du navire. Après les caractéristiques, donc, nous allons voir donc les aspects techniques. Un navire a des aspects techniques qui sont indispensables donc à son exploitation. N'est-ce pas? Il y a simplement deux aspects techniques. Il y en a beaucoup, hein? Il y en a beaucoup, mais moi je vais simplement donc prendre ces trois aspects techniques-là. Parce que parmi même ces trois aspects techniques, donc, il y a deux qui intéressent particulièrement donc l'assureur corps de navire. Le premier aspect technique, donc, c'est le tonnage. Le tonnage, bon, si on dit le tonnage, donc ne faisons pas de confusion. Lorsqu'on parle de tonnage du navire, on ne fait pas allusion au poids ou bien à la masse. Le tonnage du navire, donc, c'est son volume. Le tonnage ou volume du navire, n'est-ce pas, c'est la capacité, n'est-ce pas, c'est le volume du navire, hein, c'est la capacité, n'est-ce pas, donc que peut transporter un navire donc en termes de volume. Il est exprimé donc en tonneau de jauge, qui est une unité de mesure anglaise donc équivalente à 2,83 mètres cubes ou 100 pieds au cube. N'est-ce pas, donc un TJ est égal à 2,83 mètres cubes. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que on distingue généralement donc du tonnage de jauge brut, donc du tonnage de jauge net. Il y a d'une part le tonnage de jauge brut, donc TJB, ou bien le tonnage donc de jauge net. La jauge brute, n'est-ce pas, c'est le volume total donc du navire, alors que donc la jauge nette, n'est-ce pas, c'est le volume commercial, ou bien le volume utile donc du navire. N'est-ce pas? Et ce tonnage-là, il est l'assiette donc de tarification donc des navires de pêche en assurance corps. Donc ça, on va y revenir. L'autre aspect technique, c'est le port en lourd. Le port en lourd, n'est-ce pas, c'est la capacité maximale, ou bien c'est la masse maximale que peut transporter donc un navire. Il est exprimé donc en tonnes port en lourd, donc TPL en français, ou en anglais deadweight tons, donc DWT. Donc le port en lourd est l'assiette donc de tarification donc des corps de commerce. Le tirant d'eau ou draft. Le tirant d'eau, généralement, on disait que c'est la partie immergée du navire, oui, évidemment. Mais ce qu'il faudrait retenir, c'est que c'est la distance verticale donc, entre la flottaison, n'est-ce pas, donc de waterline et la quille. Donc la flottaison ou bien la ligne de flottaison. N'est-ce pas? Si vous regardez donc la coque, n'est-ce pas, donc longitudinale donc d'un navire, vous allez certainement, avant on apercevait une ligne, mais maintenant donc on voit deux couleurs différentes. Donc la séparation donc entre ces deux couleurs, n'est-ce pas, c'est ce qu'on appelle donc la flottaison. Maintenant, la distance verticale donc, entre la flottaison, n'est-ce pas, donc, et la quille. Donc, la quille, c'est la partie donc, la plus basse du navire. C'est ça qu'on appelle donc le tirant d'eau. C'est bon? Alors, on va maintenant voir donc les typologies donc, de navires.
Il existe donc généralement deux typologies de navires. Vous avez donc d'une part les navires spécialisés. Les navires spécialisés, ce sont des navires qui sont spécialisés dans le transport donc d'un type de fret donné. Par exemple, les navires porte-conteneurs sont destinés au transport de conteneurs. Comment on appelle, les ro-ro, n'est-ce pas, les roll-on, roll-off sont des navires, n'est-ce pas, destinés, n'est-ce pas, en tout cas, c'est pour le roulage, hein. Par exemple, c'est ces navires-là qui transportent donc les véhicules, hein, n'est-ce pas, parce qu'il y a une rampe qui s'ouvre donc à l'arrière du navire et maintenant donc les véhicules, n'est-ce pas, donc roulent et sortent. Il y a des navires, n'est-ce pas, qui sont spécialisés dans le transport d'hydrocarbures, qu'on appelle donc des tankers. Hein. Il y a des navires qui sont spécialisés donc dans le transport, n'est-ce pas, donc de minerais, de gaz. Hein. Des navires qui sont spécialisés donc dans le transport en tout cas, de produits réfrigérés, donc les navires polythermes, qui ne sont d'ailleurs plus utilisés. À cause de quoi? À cause de l'utilisation du conteneur frigorifique, donc qui est jugé beaucoup plus flexible, n'est-ce pas? Vous avez aussi donc des navires qui sont très spécialisés donc dans le transport de bois, qu'on appelle donc des grumiers. Il y a des navires qui sont spécialisés dans le transport de thon, qu'on appelle donc des thoniers, vous voyez. Donc il y a d'une part donc les navires spécialisés et il y a d'autre part donc les navires non spécialisés, qu'on appelle, n'est-ce pas, donc des cargos conventionnels. Mais en assurance corps de navire, on n'identifiera que deux types de navires. Vous avez d'une part donc les corps de commerce et d'autre part donc les corps de pêche. Les corps de pêche, n'est-ce pas, sont des navires qui sont utilisés exclusivement donc dans l'activité donc de pêche. Alors, les autres navires donc feront partie donc des corps de commerce, n'est-ce pas? Mais hormis donc les corps de commerce, on peut voir d'autres types de navires, hein. Par exemple donc les remorqueurs. Donc ils sont destinés donc à faire une acte donc de remorquage. Vous avez donc les vedettes de l'amanage, donc les lamaneurs, n'est-ce pas, qui assistent donc les capitaines de navires donc dans leur manœuvre, n'est-ce pas, au niveau du port, lorsque ces derniers donc veulent accoster, n'est-ce pas? Mais ce qu'il faudrait retenir, c'est que vous avez donc d'une part les corps de commerce donc, et les corps de pêche. Les corps de pêche, n'est-ce pas, sont des navires qui sont destinés exclusivement donc, à une activité donc, de pêche. C'est bon? Enfin, on va avoir donc les documents du navire. Alors, pour les documents du navire, vous avez donc l'acte de nationalité, donc document indispensable. Vous avez également donc le permis de navigabilité délivré par les services de la marine marchande donc du pays de matriculation. Vous avez donc le certificat donc de côte. Le certificat de côte donc est un document quand même qui est comment dirais-je, qui montre que le navire donc est bien suivi par une société de classification et qu'il est bien entretenu. Vous avez également un autre document qui s'appelle donc le rôle d'équipage ou crew list, n'est-ce pas? Vous avez donc le certificat d'assurance. Étant donné que l'assurance donc des navires a été rendue obligatoire, c'est normal que le navire puisse posséder un certificat d'assurance. Vous avez un document très important qui s'appelle donc le Ship's Particular. Le Ship's Particular, c'est la pièce donc d'identification donc d'un navire. Sur ce document-là, vous avez toutes les informations qui concernent donc le navire, n'est-ce pas? Donc son propriétaire, la nationalité donc de son propriétaire. Vous avez, n'est-ce pas, le pavillon du navire, vous avez donc le port d'immatriculation, vous avez, n'est-ce pas, comment dirais-je, quoi d'autre même, les caractéristiques du navire en termes de longueur, de largeur, donc tirant d'eau, les différents tirants d'eau, n'est-ce pas, saisonniers, n'est-ce pas, tirant d'eau d'été, tirant d'eau, n'est-ce pas, donc d'été, d'hiver, etc. N'est-ce pas, vous avez donc la contenance donc des ballasts, vous avez donc le tirant d'air, vous avez, n'est-ce pas, la date de pause ski, n'est-ce pas. Vous avez donc toutes les informations qui concernent donc le navire. La capacité donc du navire en termes donc de tonnage, son port en lourd, n'est-ce pas, donc son tonnage, comment dirais-je, la contenance donc des ballasts. Vous avez donc toutes les informations qui concernent donc le navire et vous les retrouverez, n'est-ce pas, au niveau donc du Ship's Particular. Vous avez également d'autres documents, les différents manifestes, lorsque donc les navires, n'est-ce pas, donc commencent à être exploités. Ces documents-là sont obligatoires. Parce que lorsqu'un navire donc accoste dans un port, impérativement, donc les autorités portuaires vont lui demander donc ces différents documents. Le manifeste cargaison, qu'on appelle le cargo manifeste, l'état général de chargement du navire. Vous avez donc le manifeste, n'est-ce pas, donc des provisions de bord. Et vous avez également donc le manifeste pacotille. Le manifeste pacotille, c'est quoi? Donc c'est un document sur lequel donc on mentionne tous les effets personnels, tous les effets appartenant donc au personnel donc navigant. Bon voilà, donc c'est juste cette présentation donc que je souhaiterais donc vous faire donc sur les préliminaires
donc sur le navire, donc avant maintenant d'entrer carrément donc dans le vif du sujet et parler, n'est-ce pas, donc d'assurance, n'est-ce pas, donc de navire. Donc la prochaine vidéo, on parlera évidemment donc de quoi, des risques couverts en assurance corps de navire. Donc je vous remercie de votre attention et j'espère donc que cette vidéo donc vous a plu. Merci et à très bientôt.